Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour cet entretien sur la détection et la prise en charge des troubles des apprentissages. Je suis Anne-Françoise de Saint-Albin, responsable de la programmation du Salon Lipsco, et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Elsa Lévy-Prudent. Bonjour Elsa. Bonjour. Avec laquelle on va parler des troubles des apprentissages. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites ? Avec plaisir. Donc, je suis Elsa Lévy-Prudent, je suis la directrice du développement du réseau CEREN, ainsi que la responsable des admissions. Et peut-être que je vous parle un petit peu du CEREN, de ce qu'on dit. Oui, avec plaisir. Alors, le CEREN a été fondé en 2008 par Hervé Glazel, neuropsychologue et spécialiste du développement de l'enfant. Et c'est un réseau d'écoles qui est dédié aux élèves qui ont des troubles des apprentissages. Donc aujourd'hui, on a 3 écoles à Paris, une école à Lyon, une école à Rueil-Malmaison, des classes intégrées également en partenariat avec d'autres établissements. Et on accueille des élèves du CE2 à la 3e, dans une logique d'école passerelle avant de retourner en milieu ordinaire. Quelles sont les spécificités des écoles du CEREN ? Notre dispositif dans la logique passerelle que je mentionnais, c'est d'avoir des effectifs réduits. On a des classes de 12 à 15 élèves maximum, avec une pédagogie qui va être adaptée sur un renforcement horaire en mathématiques, en français, des horaires dédiés des heures dédiées vraiment à la méthodologie, des outils de contournement méthodologiques, technologiques, pédagogiques et des prises en charge paramédicales intégrées à la scolarité. Donc ergothérapie, orthopsie, orthophonie. D'accord, merci. Alors, je voudrais bien qu'en premier lieu, vous nous aidiez à définir ce que sont les troubles des apprentissages. Alors, les troubles des apprentissages, ce sont des troubles des fonctions cognitives. Donc, ça concerne des enfants intelligents, mais qui vont être gênés dans leurs accès aux apprentissages par des troubles au niveau de leur fonction instrumentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont intelligents, qui ont accès à la complexité, au raisonnement, à l'abstraction. En revanche, qui vont être gênés dans l'expression de leurs compétences par des difficultés au niveau de ces instruments. Par exemple, le langage oral, langage écrit. Donc, ça peut être la lecture. Là, ça va concerner les dyslexies, dysorthographies. Des troubles au niveau des praxies, des sensorimoteurs et praxiques. Donc là, on va parler des dyspraxies, des troubles de difficulté à se repérer dans l'espace, à se coordonner. Des difficultés avec l'écrit, donc les dysgraphies. Des troubles attentionnels et des fonctions exécutives, donc des capacités à rester concentré longtemps, à faire preuve d'impulsivité, à savoir gérer son inhibition. Donc là, c'est les TDAH et les troubles des fonctions exécutives. Des difficultés avec tout ce qui va être la connaissance des nombres, des grandeurs. Donc là, c'est les dyscalculies. Le langage oral, donc avec des difficultés d'expression orale ou de réception du langage oral. Donc là, c'est tout ce qui va relever des dysphasies. Donc voilà un petit peu les troubles des apprentissages. D'accord. Donc si je récapitule, peut-être ça concerne des enfants intelligents, donc avec des compétences intellectuelles normales, mais qui vont être gênants, qui peuvent être non lecteurs, non scripteurs, avoir des grosses difficultés attentionnelles, exécutives, de ne pas avoir réussi à gérer les nombres. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de ces troubles des apprentissages. Alors, est-ce que l'avancée des neurosciences, c'est la seule raison pour laquelle on en entend plus parler ? Est-ce qu'il y a plus d'enfants qui présentent des troubles des apprentissages aujourd'hui ? Alors, c'est la grande question. Mais non, il n'y a pas plus d'enfants parce que la prévalence, donc la représentation de ces troubles dans la population est la même. C'est environ 8 à 10% selon les chiffres. Donc, il y a 8 à 10% de gens qui présentent un ou plusieurs troubles des apprentissages, plus ou moins légers ou plus ou moins impactants. Néanmoins, voilà, ce qui fait qu'on en entend plus parler ces derniers temps, c'est multifactoriel. Il y a, comme vous l'avez souligné, le fait qu'il y a ce développement scientifique, de la meilleure compréhension du fonctionnement cérébral et du fonctionnement cognitif, avec le développement de l'imagerie cérébrale, qui nous permet de mieux comprendre justement ce qui se passe dans le cerveau et donc de mieux diagnostiquer. Donc aujourd'hui, il y a un meilleur diagnostic. Parce qu'auparavant, un enfant qui n'arrivait pas à lire ou pas à écrire à l'école, il était juste considéré comme mauvais, et puis il sortait de l'école, et puis il n'avait pas de diplôme. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a de la chance, ce n'est plus le cas. Et puis parce qu'il y a un autre aspect, c'est également que la société a évolué, notamment depuis la loi du 11 février 2005, qui dispose que les troubles des apprentissages sont reconnus au titre du handicap scolaire. Parce qu'en effet, quand on n'arrive pas à lire ou à écrire ou à se concentrer, c'est particulièrement handicapant à l'école. D'accord. Oui, donc 2 raisons qui expliquent pourquoi on parle plus de ces troubles aujourd'hui.
Alors, je voudrais revenir sur très concrètement, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous regardent. Quel est leur rôle par rapport, vous dites que c'est 8 à 10%, donc effectivement, dans toutes les classes, il y a des enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Quel est le rôle de l'enseignant lorsqu'il rencontre des enfants présentant ces troubles? Alors, ça semble évident, mais le rôle de l'enseignant, c'est d'enseigner. Donc c'est évident, néanmoins nécessaire de le repréciser. En effet, l'enseignant, il est au contact de l'élève toute la journée, donc toute la journée en primaire, et puis au collège, forcément, il le voit, mais en tout cas, un peu moins. Mais il le voit quand même souvent, parfois autant que les parents. Donc il va avoir un contact différent que les parents avec l'enfant. Donc son rôle n'est pas du tout de poser un diagnostic. Ça, c'est la prérogative des professionnels de santé qui donc vont établir éventuellement des diagnostics. En revanche, l'enseignant, il va être le premier témoin scolairement, comment ça se passe et comment l'enfant, l'élève évolue. Et à ce titre, son rôle, c'est éventuellement d'alerter la famille, de signifier qu'en dépit de certaines choses que l'enseignant a pu mettre en œuvre, il va essayer des différentes méthodes et que malgré ça, la lecture ne s'acquiert pas, l'écriture, on voit qu'on sent une gêne, que l'attention est tout le temps fluctuante, il est tout le temps dans la lune, etc. Enfin, des symptômes que l'enseignant peut transmettre pour dire aux parents et leur recommander d'aller voir, s'il n'y a pas de diagnostic établi, leur recommander d'aller voir le professionnel de santé pour qu'un diagnostic puisse être établi. Et d'autre part, le rôle de l'enseignant quand le diagnostic existe, si le diagnostic existe, généralement, il y a différents documents qui sont transmis aux enseignants dans le cadre soit d'un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, soit dans le cadre d'un PPS, donc un plan personnalisé de scolarisation. D'accord. Et il y a un document qui s'appelle le GVASCO au sein de ce PPS. Et c'est là-dedans où l'ensemble des recommandations émises par le professionnel de santé vont être indiquées. Donc le rôle de l'enseignant, c'est d'essayer de mettre en place les recommandations des professionnels de santé. Alors c'est dans la mesure de ses capacités, en fonction du nombre d'élèves dans la classe, etc. Mais c'est son rôle, c'est de les mettre en œuvre. D'accord. Donc on va revenir peut-être tout à l'heure, on reviendra effectivement sur les choses que l'enseignant peut mettre en place. Je voudrais revenir sur le diagnostic. Quelles sont en fait les étapes du diagnostic, de la pose d'un diagnostic, et quels vont être les professionnels de santé qui peuvent être contactés dans le cadre de la pose de ce diagnostic? Alors ça va dépendre du trouble et de l'âge de l'enfant. Il y a certains troubles qu'on peut diagnostiquer assez tôt parce que, par exemple, une dyspraxie, on peut le diagnostiquer souvent plus tôt parce qu'un élève qui est en maternelle déjà n'arrive pas à découper, n'arrive pas à colorier, est frustré quand il faut dessiner, avoir des activités de ce type-là. Dans ces cas-là, on peut le diagnostiquer assez tôt. Et le professionnel de référence pour cela, jusqu'à 7 ans à peu près, c'est le psychomotricien ou la psychomotricienne, parce que c'est un métier très féminisé. Et à partir de 7 ans, ça peut encore être la psychomotricienne ou l'ergothérapeute, qui relèvent du même corps de métier, mais qui vont plus être sur la remédiation et le contournement. Donc ça, c'est psychomotricienne, ergothérapeute, pour toutes les difficultés d'ordre praxique. Pour tout ce qui va relever du langage, le langage oral, les dysphasies. Alors dysphasie expressive, quand un enfant a du mal à parler, pareil, ça peut se détecter assez tôt. Mais parfois, quand c'est réceptif, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut arriver un peu plus tard. Parce que l'enfant, encore une fois, il est intelligent, donc il va contourner, il va plaquer des choses, il va trouver ses propres techniques. Il va compenser, contourner par lui-même. Donc, pour tout ce qui est langage oral, on vient d'en parler, langage écrit, lecture, là, c'est l'oral ou écrit, c'est l'orthophoniste. Néanmoins, langage écrit, on ne pourra pas le diagnostiquer aussitôt. Pourquoi ? Parce que pour un diagnostic de dyslexie, concrètement, scientifiquement, pour pouvoir poser le diagnostic, il faut que l'élève ait été confronté 18 mois aux apprentissages formels. Lecture, écriture, calcul, etc. Ça nous amène à peu près à la moitié du CE1 finalement. Exactement. Donc, et bon, au mieux. Sinon, ça peut plutôt être fin CE1, début CE2. Donc, on ne pourra pas poser de diagnostic. En revanche, il pourrait y avoir des signaux d'alerte. Bien sûr. Et auquel cas, le rôle d'enseignant, en effet, c'est d'être attentif et de pouvoir en informer les familles sans non plus les angoisser, parce qu'il faut laisser à chaque enfant le temps aussi. Et chaque élève a son rythme et tout le monde ne développe pas les mêmes compétences exactement au même moment. Mais on considère qu'il y a trouble à partir du moment où il y a 2 ans de décalage entre l'âge de l'enfant et son niveau d'acquisition scolaire. D'accord, 2 ans. C'est 2 ans c'est quand on dit qu'il y a un trouble, c'est que, par exemple, son niveau de lecture, par rapport à, normalement, de façon normalisée, à tel âge, un enfant arrive à lire tant de mots par minute, etc. Et que tout ça, c'est sur des échelles normées. Si on constate qu'il y a 2 ans de décalage, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a un trouble. D'accord. Et alors, que se passe-t-il s'il y a plusieurs troubles qui sont diagnostiqués ? Alors,
avant d'être diagnostiqué, justement, ce qui peut se passer, c'est qu'un enfant peut avoir une diagnostic éventuellement parce qu'il sera allé voir l'orthophoniste, qui est souvent le professionnel de première intention vers qui on dirige les familles, qui va dire, du point de vue de la lecture, éventuellement, il n'y a pas de trouble. Dans ce cas-là, on va l'envoyer chez un psychomotricien, peut-être, ou pas. Et parfois, il peut avoir des troubles des deux côtés, mais on ne pourra pas identifier qu'il y a un trouble attentionnel, parce que l'orthophoniste ne peut pas diagnostiquer des troubles qui ne relèvent pas de son corps de métier, de la même manière pour le psychomotricien. Et il y a souvent, et c'est très commun, qu'il y ait des co-occurrences de troubles. Et donc, quand on constate qu'il y a l'enfant, malgré une prise en charge scolaire et des aménagements, quand les difficultés continuent d'être prégnantes, on va recommander de faire un bilan neuropsychologique. Donc là, d'aller voir un neuropsychologue qui va faire un bilan sur l'ensemble des fonctions cognitives, donc c'est-à-dire les fonctions intellectuelles, mais également de langage, oral, écrit, sensorimoteur et praxique, les praxies, la mémoire, les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives, pour permettre d'avoir un diagnostic complet qui prend en compte toutes les fonctions cognitives. D'accord. Et alors, une fois que le diagnostic est posé et que voilà, on a repéré que l'enfant avait effectivement des troubles des apprentissages, il y a plusieurs solutions, j'imagine. L'une d'entre elles, c'est voilà, l'accompagnement par un AVS ou par un AESH. Donc, AVS, c'est les auxiliaires de vie scolaire. AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est toujours souhaitable? Non. Pour plusieurs raisons. Alors, ça peut être utile pour des enfants, notamment quand ils sont jeunes, parce que c'est des enfants qui, de facto, du fait de leurs troubles, ne vont pas avoir l'autonomie nécessaire pour avoir les bons outils et maîtriser rapidement des outils pour pouvoir contourner ces troubles. Donc, l'AVS aura le bénéfice de pouvoir lire à la place de l'enfant, lui relire la consigne, écrire à sa place. En revanche, surtout, il ne faut pas que l'AVS ou l'AESH soit un écran entre l'enseignant et l'élève. C'est toujours l'enseignant qui doit enseigner, évidemment. D'autant qu'un enfant, quand il est petit, ça le soulage. Puis un enfant, ça devient un préadolescent et un adolescent. Et si je reviens à la définition de troubles des apprentissages qui concerne des enfants qui sont intelligents, mais gênés instrumentalement parlant, quand ils grandissent, ils commencent souvent à mal vivre le fait d'avoir un adulte à côté d'eux qui fait pour eux, alors que concrètement, ils voient bien qu'ils en ont les capacités. En revanche, pour ne plus avoir besoin d'AVS ou d'AESH, il est nécessaire qu'ils aient les outils méthodologiques, pédagogiques, éventuellement technologiques, qui leur permettent de contourner et de compenser leurs troubles. Alors effectivement, il y a plusieurs niveaux dans ces troubles des apprentissages. Quand est-ce que les parents doivent faire le choix d'une école vraiment adaptée? Alors, en effet, c'est vraiment le choix des familles, parce que ça va être en fonction de la perception, de différentes perceptions qu'ils ont de leur enfant, et notamment le moment où c'est pertinent pour l'enfant, c'est quand l'impact des troubles, devient trop important. Tant qu'il s'agisse d'un impact scolaire, parce qu'il va y avoir un décrochage en termes de niveau, parce que l'enfant se fatigue, s'épuise à être en double tâche, et au bout d'un moment il décroche, parce que c'est des enfants qui fournissent énormément d'efforts pour des résultats souvent moyens, parfois médiocres, et donc ils se découragent. Donc, il peut y avoir un décrochage scolaire et aussi un décrochage moral, de confiance en soi, une estime de soi très très abîmée. Et donc, il faut éviter évidemment la souffrance scolaire. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est un choix qui est pertinent. D'accord. Et pour justement ces élèves donc, qui sont finalement scolarisés dans des écoles adaptées, peuvent-ils facilement revenir dans le système scolaire classique? Est-ce qu'ils peuvent espérer un jour reprendre une scolarité tout à fait normale, sans accompagnement, sans outils spécifiques? Alors, ils peuvent, oui, parce que c'est des enfants qui ont toute leur place dans le système ordinaire. Dans le système classique, et pour poursuivre des scolarités classiques, nous on a des anciens élèves qui aujourd'hui qui sont en école supérieure, qui sont majeurs de leur prépa, donc voilà, il y a de très belles histoires, positif. Et d'autres, toutes les histoires sont belles, mais il y en a qui sont particulièrement, qui nous font un peu tous rêver. Non, après, pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, il faut quand même préciser qu'ils ont leur place à partir du moment où ils sont autonomes avec leurs outils. Et pour que ça puisse se faire, ils ont besoin de pouvoir continuer à utiliser leurs outils. Tous n'ont pas besoin d'outils. Mais par exemple, un enfant qui a une dyslexie, donc une dyslexie qui fait que la lecture restera toujours coûteuse et aura toujours un coût très fort, et l'écriture, l'orthographe sera toujours pénalisant, de pouvoir utiliser l'ordinateur, le clavier, le correcteur orthographique, ça, il en aura besoin. Donc il aura besoin que certains aménagements continuent d'être mis en œuvre. En revanche, ils n'auront plus besoin d'AVS. D'accord.
Mais ils peuvent avoir, les outils qu'ils ont appris à utiliser et qui leur sont nécessaires pour compenser leurs troubles, ils auront besoin de continuer à les utiliser. D'accord. Et ça suppose aussi une acceptation de l'enseignant de ces aménagements. Exactement. Ça va dans le sens de votre question précédente sur le rôle de l'enseignant, c'est d'accepter de la mise en place de ces aménagements en disant que c'est pas de la triche. C'est pas parce qu'on permet à un élève, on pourrait dire qu'il a le correcteur orthographique, etc. Évidemment, pas pendant les dictées, parce que c'est le moment où on va viser l'orthographe, mais pour les autres aspects, qu'il puisse utiliser ce correcteur-là, c'est pas de la triche, c'est juste pour lui permettre de gommer l'impact fonctionnel de son trouble. Et alors pour les enfants pour lesquels le choix d'une école adaptée n'a pas été fait pour diverses raisons, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux enseignants comme aménagement? Comment est-ce qu'ils peuvent faire quand ils ont des enfants dans leur classe qui présentent des troubles des apprentissages, dans un système scolaire complètement classique? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur classe très concrètement pour aider ces enfants? Très concrètement, par exemple, ça va être de ne pas pénaliser l'orthographe en dehors de la dictée, le moment où on vise l'orthographe, quand il y a une dyslexie, une dysorthographie. Ça va être de limiter la charge écrite, donc de ne pas forcément faire recopier la leçon, de pouvoir donner le support de cours à l'élève, donc ne pas limiter la charge écrite pour les dyspraxies, les dysgraphies ou même les dyslexies, puisque la des courses, l'orthographe devient compliqué à gérer. Ça peut être de ne pas pénaliser le soin, c'est-à-dire que pour des dysgraphies, des dyspraxies, des TDAH, si une feuille est froissée, si systématiquement c'est difficile de déchiffrer, l'élève ne le fait pas exprès, il ne fait pas ça pour embêter l'enseignant, c'est juste qu'il n'a pas le choix, il n'y arrive pas autrement. Donc c'est ne pas pénaliser ça. C'est de permettre, éventuellement pour les gens jusqu'à partir du CM1, de permettre à l'élève qui peut avoir une dyscalculie ou un trouble attentionnel d'avoir les tables de multiplication posées sur la table, quand il doit faire les exercices et même les contrôles, parce que à ce moment-là, on n'évalue plus le fait que l'élève a réussi à les mémoriser. Les tables, voilà. Donc ça, si concrètement il n'y arrive pas, néanmoins, le fait que le résultat de la multiplication, il y en aura besoin pour faire des opérations plus complexes. Ça ne le bloque pas pour tout le reste. Ça ne le bloque pas pour le raisonnement mathématique par la suite. Parce que c'est ça qu'on va évaluer dans la suite de la scolarité, c'est le raisonnement mathématique. Et ça, il en est capable. Donc, en revanche, qu'il puisse... Et puis après, ça peut être l'usage de la calculatrice également au collège. Et alors, ça qui peut sembler de l'anecdote, mais pour autant qu'il ne l'est pas, c'est dans les appréciations sur les bulletins, sur les copies, c'est d'éviter les fais attention, concentre-toi, si tu étais plus attentif en cours, alors que c'est un élève qui a un TDAH ou un TDA. Les remarques sur je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a sur décevant à l'écrit, voilà, ce genre de remarques qui peuvent être que l'enseignant ne va pas identifier, mais comme l'élève vraiment essaie de compenser, fait beaucoup d'efforts, et quand il a ce genre de remarques, c'est vrai que c'est très très dur. Ça peut être dévastateur. Pour les c'est même des remarques orales finalement. On parle orales, exactement. Sur les bulletins, mais également des remarques orales. Et il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner pour les enseignants parce que avec les statistiques qu'on a, inévitablement, je pense notamment aux jeunes enseignants, ils rencontrent dans leur classe des enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Donc un dernier conseil pour les jeunes enseignants. C'est de se rappeler que c'est des enfants qui sont intelligents et qui ont tout à fait les moyens de réussir à partir du moment où on leur en donne l'opportunité. Donc, et comment les aider? C'est déjà de prendre connaissance et de reconnaître la réalité des troubles, donc de prendre connaissance du PPS, du PAP, des aménagements, d'essayer de les mettre en œuvre et de voir avec l'élève comment est-ce qu'on peut l'aider, de l'aider éventuellement, lui proposer de la méthodologie, des fiches méthodes, de pouvoir être dans une logique d'écoute et de dialogue avec l'élève, et éventuellement et c'est sa famille, et que si ça ne suffit pas, si ça ne fonctionne pas, c'est éventuellement de conseiller à la famille de voir justement pour une école adaptée, pour un temps donné de la scolarité, pour ensuite le faire revenir en milieu ordinaire, équipé des outils de son autonomie scolaire. Merci beaucoup Elsa pour cet entretien passionnant. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent retrouver le lien pour aller visiter le site du CEREN et en savoir un peu plus sur les écoles et tout ce que vous faites au sein de ces écoles. Vous pouvez retrouver le lien du site sur la page dédiée aux intervenants sur le site lipsco.fr. Merci.